bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour le 4e Expresso des éditeurs. Donc aujourd'hui, nous allons faire connaissance des éditions UTBM avec M. Michel Olenga. Ensuite, nous aurons la clé d'argent avec Jean-Pierre Pavard, puis le haut des mots avec Isabelle Jobard. Donc, je rappelle vite fait le principe. Vous avez 10 minutes chacun pour parler de votre maison, de la façon dont vous travaillez, ce que vous développez à travers ces différentes collections ou l'histoire de la maison. Et ensuite, au bout de ces 3 fois 10 minutes, il y a un petit temps d'échange avec le public s'il y a des interactions, questions, interrogations et ainsi de suite. Je suis le maître du temps. Donc, je vais chronométrer ces 10 minutes chacun et je vous interpelle si on dépasse légèrement les 10 minutes pour ne pas pénaliser tout le monde. Voilà, donc je vous passe la parole, Monsieur Olenga, pour les éditions UTBM. Merci. Bien, donc merci. Donc, je suis donc Michel Olenga, le responsable donc, des presses universitaires à l'UTBM. Donc, nous faisons de l'édition scientifique, puisque voilà, si je reviens un peu aux origines, le pôle éditorial est intégré à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, donc qui est né en 2000, la fusion entre l'INEB, l'INSPE de l'époque, qui ont créé donc cet établissement qui est sur 3 campus, sur 3 villes, Belfort, Sévenant et Montbéliard. Et donc, le pôle éditorial est né pratiquement la même année, quelques mois après le lancement officiel de l'UTBM, pour une édition classique, des éditions. Alors, est-ce qu'on m'entend toujours? Ah oui, je crois que j'avais des bugs sur l'écran. Donc, oui, donc pour d'abord valoriser, c'était d'abord pour valoriser le travail de recherche à l'UTBM, pour les chercheurs, les anciens chercheurs à l'UTBM. Et puis, on s'est élargi au travail de recherche de façon plus générale, au travail des universitaires. Nous disposons d'un certain nombre de collections. Là, je ne sais pas si vous allez voir, on a notre catalogue avec 5 ou 6 collections qui apparaissent très souvent. Je parlerai d'abord d'une co-collection avec Paris-Sorbonne, Paris 1, la dernière publication que nous avons là, donc trajectoire des matériaux et des objets, qui est un peu plus internationale parce que les contributions viennent d'Afrique, du Portugal, d'Amérique latine. C'est un peu très diversifié. C'est vraiment le dernier qui est sorti le mois dernier, sous la direction d'Anna Cardozo et Gianluigi Luciani, qui sont donc les anciens chercheurs à Paris 1. Nous avons une autre collection sur les sciences humaines et technologies, et le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi. Donc, c'est la communication et entreprise avec certains chercheurs de l'UTBM. Voilà, on peut voir ici, et sous la direction de Laurent Héberger, qui est ancien chercheur à l'UTBM ici. Donc, nous travaillons essentiellement sur des questions de sciences humaines et parfois le lien avec la technologie. L'une des collections très utilisées est la science humaine et technologie, avec le filon sur la démocratie technique. On a eu plusieurs ouvrages sortis sur cette thématique-là, la démocratie technique. Il y en a un qui est sorti juste avant l'été, démocratie technique en travail, avec la collaboration de celui qui a fondé dans le pôle éditorial de l'UTBM, M. Yves Lequin. Nous avons à l'origine l'ouvrage qui a tout lancé, l'ouvrage phare, donc c'est ce gros ouvrage-là, la technologie entre à l'université. Donc, on avait les chercheurs des principales universités de technologie à l'époque. Il faut dire qu'en France, les universités de technologie, il n'y en a que 3. Celles qui c'est un peu comme les écoles d'ingénieurs, mais c'est des universités qui fonctionnent comme des universités. Il y a l'université de Compiègne qui a été à l'origine de toutes les universités de technologie de France. Après, il y a l'UTBM, il y a l'université de Troyes.
Donc, ce sont les 3 universités de technologie, donc l'enseignement public de France. Et on publie donc les chercheurs aussi de ces 3 universités-là. Et il y a eu un colloque qui a réuni les chercheurs des 3 sites et ce qui a donné cet ouvrage de la technologie entre à l'université, qui est en fait l'ouvrage source de l'UTBM en réalité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Je voulais parler d'une collaboration avec nos amis de Lorraine et d'Alsace qui ont travaillé il y a quelque temps avec nous sur se questionner sur la question, sur le chercheur, puisqu'on fait toujours de la recherche, mais on ne fait jamais de recherche sur le chercheur lui-même. Donc, ça, c'était le chercheur en activité, qui est pas mal, avec des laboratoires de l'Université de Strasbourg et de l'Université de Lorraine, qui est sorti et qui nous instruit pas mal sur pas mal de choses concernant le travail des chercheurs. Voilà. Avec l'Université Laval, du côté de Rouen, on a une collection sur l'évolution agrotechnique. Donc, ça rentre un peu sur les études sur l'agriculture, sur l'élevage, pas mal de choses qui a beaucoup marché. Là, on était à l'évolution agrotechnique, le tome 3, qui est sorti je ne dis pas de bêtises, en 2020 ou 2021 aussi. Donc, on reste dans le travail des chercheurs, pas seulement les chercheurs de l'Université de technologie ici, mais des chercheurs de toutes sortes, avec une forte collaboration avec nos amis suisses, la Haute École de Vaud, où ils ont un laboratoire pour lequel on publie beaucoup d'ouvrages. Donc, la didactique, par exemple, la conception, qui a un franc succès, qui est sorti il n'y a pas longtemps. On a publié pratiquement tous leurs ouvrages. Du côté suisse, c'est notre principal collaborateur. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Là, les publications sont des éditions classiques, donc éditions papier, mais aussi l'édition numérique du PDF, mais surtout de l'EPUB qu'on fait donc avec notre maquettage interne. On essaie en même temps de valoriser les travaux de recherche. Parfois, ça peut arriver, les travaux de recherche de nos étudiants qui ont fait des travaux intéressants. Il y a eu un ouvrage sur le frigidaire il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, qui a même été sélectionné pour une compétition qui est pas mal aussi. Mais il est vrai qu'on n'est pas très connu sur le territoire parce qu'on ne fait pas de la littérature, on ne fait pas les comptes, on ne fait pas, voilà. Le travail de recherche reste souvent très fermé, mais c'est dommage. Ça veut dire qu'il faut nous lire et voir des tas de choses. Il y a un ouvrage qui se prépare sur l'hydrogène, on en parle partout de l'hydrogène. L'UTBM est au cœur de la technologie depuis bien des années maintenant. Et les chercheurs d'ici sont en train de travailler sur, puisqu'on a une équipe de recherche qui publie une revue, la revue Récit. Le dernier ouvrage était sur les femmes dans l'enseignement technique et dans l'enseignement scientifique. Et ils sont en train de travailler sur l'hydrogène, la question de l'hydrogène. Il y a eu un colloque international avant l'été et ça devrait donner l'acte des colloques sur cette thématique-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ok, merci beaucoup. Nous sommes dans les temps, c'est très bien. Donc, on viendra peut-être tout à l'heure vous voir pour une remarque ou une question. Donc, c'est au tour donc, de Jean-Pierre Favard pour les éditions Clé d'Argent. Oui, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci déjà pour cette présentation. Et puis, voilà, je vais vous présenter un petit peu les éditions La Clé d'Argent. Donc, nous, on fait plutôt de l'imaginaire. Hein, c'est ce qu'on appelle génériquement la littérature de l'imaginaire. Je vais partager l'écran pour aller directement sur le site. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Et puis, vous pourrez alors, attendez, quelques manipulations. Voilà. Donc là, vous êtes sur le site internet des éditions.
Alors, les éditions La Queue d'Argent sont nées en 1987 à Dole, dans le Jura. Ça existe toujours à l'heure actuelle, donc on est une association éditrice avec plusieurs personnes qui s'en occupent, dont Philippe Gindre, qui reste le créateur et qui est toujours en activité, plutôt sur la partie mise en page, maquettage. Moi, je suis rentré dans cette maison d'édition en tant qu'auteur au départ, et puis après c'est une question d'amitié, une question de facilité aussi de fonctionnement, parce que moi j'habite à Dole, Philippe est à Aigues-Pierre, donc à côté de Salins-les-Bains, et puis on a un deuxième Philippe qui s'occupe plus de la partie commande et qui lui est sur Dijon. Donc, on a un catalogue qui, alors vous allez pouvoir voir ici, par exemple, quelques interventions. Ça, c'est donc Jérôme Sor qu'on voit ici, qui était intervenu dans le cadre d'une collection qui s'appelle la collection locale que je dirige chez cet éditeur et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et puis là, on a quelques publications qui apparaissent. Sinon, ce que je vais vous montrer, c'est le catalogue, hein, tout simplement, avec plus d'une centaine de titres au catalogue à l'heure actuelle. Donc, beaucoup de recueils de nouvelles, comme Le Passage de Sylvie Huguet, Le Caviardage de Timothée Ré. Nous avons des romans également, nous avons quelques revues. Nous avions une revue, une anthologie permanente du fantastique qui s'appelait le Codex Atlanticus, mais qui est un peu en sommeil depuis quelques années. Comme vous pouvez le voir, on attache aussi une importance assez importante, c'est le cas de le dire, sur tout ce qui est visuel, donc la qualité aussi du travail de certains illustrateurs. Donc, voilà, par exemple, vous allez voir celui-ci, voilà, la mémoire de l'orchidée, qui est un recueil de nouvelles paru il y a quelques années déjà de François Fierrob. Donc tous nos auteurs sont des professionnels qui ont d'autres professions, hein, parce que vous imaginez bien que personne ne vit de l'édition, surtout on est dans un genre, sous-genre, donc c'est quand même, je vais pas dire confidentiel, mais c'est pas non plus de la grande diffusion, donc le problème étant d'ailleurs la diffusion. Donc là, nous faisons plutôt de l'autodiffusion, donc nous participons régulièrement à des salons, par exemple, comme Livre dans la boucle, comme Adam Paris Texte et Bulle. Nous avons également donc, une présence sur le net avec quelques, on va dire, habitués qui ont bien aimé une ou deux éditions de cette maison d'édition et qui ont pris l'habitude aussi de venir voir un petit peu les nouveautés pour pouvoir s'en repaître, parce que voilà, ils ont bien aimé cet état d'esprit, hein, c'est du fantastique. Alors, on a tendance traditionnellement à dire que c'est du fantastique old school, c'est pas des choses très, c'est pas du gore, c'est pas du fantastique SF non plus. On est plutôt vraiment sur cette notion de fantastique qui est ce grain de sable qui vient se mettre, qui fait passer le normal dans l'anormal, avec des choses un petit peu surréalistes, un petit peu poétiques. Par exemple, nous avons ici les lettres à un psy dans Jean-Pierre Andrevon. Andrevon, c'est un auteur prolixe qui a un peu plus de 90 ans maintenant, qui a publié plusieurs centaines de livres de science-fiction essentiellement depuis les années 70-80 et qui publie aussi chez nous. Nous avons voilà plusieurs recueils et puis je voulais attirer votre attention voilà sur les hors collections. Donc les hors collections, ça va être par exemple ce livre dans Les Spectres d'Eiffel. Les Spectres d'Eiffel au départ étaient sortis dans la collection locale que je dirige et on vient de faire une réédition sous format illustré. Donc là, vous pouvez aller sur la fiche détaillée, par exemple, si vous allez sur le site, et vous verrez un petit peu les illustrations qui ont pu être réalisées avec des schémas. Donc là, on va se rapprocher un petit peu de notre camarade scientifique, en sachant que tout ça est purement imaginaire, mais l'illustrateur, Léo Boulquier, s'est vraiment amusé à donner vie aux différentes machines qui étaient décrites dans l'ouvrage, dont notamment cette exécution capitale qui se serait déroulée au premier étage de la Tour Eiffel, et on voit ici la tête du condamné qui va bientôt faire une chute de plusieurs centaines de mètres. Donc ça, c'est voilà, on est vraiment dans le pur imaginaire, avec des apparitions un petit peu ectoplasmiques qui se déroulent sur la Tour Eiffel. Et donc, on va continuer un petit peu cette présentation. Je vais aller jusqu'à la collection locale dont je m'occupe. J'aimerais bien que voilà que tout ça réapparaisse. Voilà. Donc cette collection locale, comme son nom l'indique, a un fort implication locale, hein, c'est-à-dire qu'on va être à chaque fois quelque part autour de lieux, d'événements, de personnages.
on va visiter un petit peu ça sous l'angle fantastique, hein, c'est-à-dire que c'est une grosse nouvelle qui est teintée de fantastique à chaque fois. Donc ici, par exemple, je signe le premier volume qui se passait à Dole autour du fantôme du mur, qui est une sorte de clin d'œil au passe-muraille de Marcel Aimé, qui a grandi à Dole. Donc je me suis inspiré un petit peu de l'histoire de la vie et de l'œuvre de Marcel Aimé. Et à chaque fois dans cette collection, le principe, c'est d'essayer de faire le tour de la question, c'est-à-dire qu'on va aussi associer à l'œuvre de fiction un article plus sérieux qui permet de remettre dans son contexte et d'expliquer les choses. Donc, par exemple, dans ce volume-là, vous allez avoir non seulement le texte de fiction autour d'un personnage qui vient s'installer dans une maison où il y a des bruits étranges. Et alors d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu Dole, vous allez pouvoir vous y retrouver, c'est-à-dire qu'on s'amuse aussi avec l'illustration de couverture pour pouvoir faire en sorte que les choses, les personnes se retrouvent. Donc, cette phrase en latin est vraiment gravée dans la pierre. Vous allez pouvoir la voir si vous vous baladez là-bas. Elle veut dire fuyez, souris, voleur, fantôme. Et là, on peut imaginer tout un tas de choses. Et puis, donc, un article qui accompagne, qui est un article sur Marcel Aimé, auteur de fantastique. Tout ça étant en lien. Et donc, on a plusieurs volumes. Là, on en a 10 déjà publiés. On est en train de préparer le 11e. On a visité également Pont-Saint-Esprit avec la fameuse histoire du pain maudit, qui est un fait divers qui est arrivé dans les années 1950 à Pont-Saint-Esprit. Donc, on est dans le Gard cette fois-ci. On a le cabinet du diable autour de la maison Mantin qui est à Moulins, dans l'Allier. L'ombre noire, c'est à nouveau moi. Et là, on est en Côte d'Or autour de Châteauneuf-en-Loussois et de manuscrits qui réapparaîtraient autour du personnage de Philippe Pau, qui était grand sénéchal des Ducs de Bourgogne. On a les spectres d'Eiffel. Alors, celui que je vous ai montré en version illustrée, ça, c'est la version initiale qui est sortie en 2017, qui était uniquement sous format écrit. L'hiver du magicien, donc Jérôme Sort, qu'on a aperçu tout à l'heure lors d'une de ses interventions, qui se trouve, lui, à Besançon, autour du personnage de Charles Naudier. On a la Tanagra, ici, nous sommes à Vesoul, dans le musée de Vesoul, autour des œuvres de Jean-Léon Gérôme, qui est ce monsieur au regard un petit peu dur, qui était un peintre et un sculpteur, donc la Tanagra, c'est elle. Et il se passe des choses dans le musée de Vesoul. Maniac is Back, alors là, je me suis amusé avec un lieu éphémère, pour une fois, qui est un petit festival qui a lieu à Saint-Aubin tous les ans. Saint-Aubin, c'est un petit village à côté de Dole, pas très loin de Tavaux. Ça s'appelle le Rockallissimo, et là, je me suis amusé un peu avec les clichés, on va dire, du rock et tout le légendaire qu'il peut y avoir autour d'un groupe qui n'existe pas, mais qui cumule un peu les tares de tous ces glorieux aînés. Ici, nous allons à la Ferté-Bernard. Donc là, on est vers Le Mans, dans la Sarthe, autour d'une histoire de vouivre, parce que la vouivre n'est pas seulement franc-comtoise, hein, je suis désolé de vous le dire. Et puis Léviathan qui se trouve cette fois-ci à Vichy, autour d'un petit événement. En fait, c'était alors je vais vous dévoiler un petit peu l'histoire, mais ça ne gâche rien, hein. Même si vous voulez le lire, parce que voilà, Céline Malter est une de nos auteurs prolixe et avec une plume certaine. Donc, ça se passe avant la Seconde Guerre mondiale, une sorte de canular mené par quelques potaches habitués d'un café voisin et qui ont inventé une sorte de bête du Loch Ness, mais à Vichy. Et pour la petite histoire, ce canular a réellement existé. Il a notamment été mené par un illustrateur local et il a été mené aussi par un journaliste, un correspondant journaliste qui était Barjavel, qui commençait sa carrière en tant que correspondant de presse. Et donc nous, alors le prochain qui va paraître début 2023 se passe à Vinon-sur-Verdon, autour d'un événement aussi du passé, mais qui ressurgit dans le présent sous forme d'entité, de fantômes autour d'un combat qui a eu lieu là-bas. Voilà, donc on a vraiment des choses assez différentes, mais toujours dans le genre fantastique. Par exemple, ici, vous avez Étrange Floraison, qui était un recueil alors qui sur le fantastique botanique. Donc là, on a vraiment essayé de travailler sur des choses un petit peu particulières. Donc, vous voyez, je suis désolé, l'écran ne montre pas toute l'illustration. Donc, Léo Mourtier avait également illustré ce recueil qui avait une particularité, c'est que chaque nouvelle était elle-même illustrée de dessins originaux qui étaient liés à ces différents textes,
avec ici, voilà, vous avez le nom des auteurs et puis l'illustrateur qui a accompagné à chaque fois ces textes. Vous avez également cette anthologie d'imaginaire communard qui est sortie l'année dernière dans le cadre des célébrations autour de la Commune de Paris. Et donc là, c'est une revisite un petit peu de ces événements sous différents angles, mais toujours avec un fort, un fort ancrage fantastique. Jean-Pierre, Oui, il faut malheureusement que je eh ben, te c'est coupe bien la de parole. m'interrompre. Je crois que j'étais arrivé à peu près au bout de ma présentation, de toute Eh façon. ben, c'est très bien. On y reviendra certainement après. Donc, c'est au tour de Isabelle Jobat qui va nous présenter donc sa maison d'édition, le Haut des mots, s'il te plaît. Bonjour. Alors, donc, le Haut des mots. Le Haut des mots est né en 2017. C'est une petite maison d'édition, même des fois je dis une cabane. Et c'est pas pour minoriser ni être péjoratif, mais je trouve que ça nous va bien de parler d'une cabane d'édition parce qu'on édite des petits ouvrages légers, souvent ludiques, graphiques, qui s'adressent à tous les publics, des petits aux grands. On travaille la poésie, on travaille le texte très court. Et voilà. On a maintenant, on n'édite pas beaucoup, hein, on édite 2-3 ouvrages par an. On arrive maintenant à 14 publications avec des petites collections qui s'étoffent de jour en jour. On a maintenant, je crois, 7-8 auteurs et aussi des illustrateurs et artistes, puisqu'on travaille aussi beaucoup le rapport de l'image et des mots. Voilà ce que je peux dire pour faire un petit peu le portrait de l'association. Donc, c'est une structure associative. Donc, on a un pôle édition, bien sûr, c'est de ça que je vais vous parler, mais on a aussi d'autres axes de recherche. On fait de la formation, on fait de la création aussi, on fait beaucoup d'interventions dans les écoles, avec différents publics. Et on édite aussi des ouvrages qui sont issus d'ateliers. Par exemple, je peux vous montrer cet ouvrage-là qui date de l'an dernier. Vous le voyez bien? Voilà, et qui est un ouvrage donc, avec des auteurs collectifs, puisque cet ouvrage a été édité après un atelier d'écriture en maison d'arrêt que j'ai fait. Et donc, j'ai trouvé les textes tellement touchants et tellement beaux qu'on a décidé d'ouvrir une nouvelle collection qui s'appelle Contexte. Donc ça, c'est le numéro 1. C'est comme une petite revue. Donc là, vous avez à la fois des travaux graphiques et des textes très courts, des jeunes détenus avec qui j'ai travaillé pendant 1 mois et demi à la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier. Et cette collection-là devrait se poursuivre, puisque là, c'est le numéro 1. Et donc, les numéros suivants seront donc des choses, je pense, des éditions de textes collectifs ou qui sont soit des appels à texte, soit des ateliers, soit des événements, enfin voilà, selon les contextes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça contexte. Donc ça fait partie des ouvrages qui sont édités collectivement, donc avec des auteurs variés. Donc, on a la collection que je vais vous montrer maintenant, une collection de poésie de poche. Donc, c'est des petits… Alors, est-ce que c'est des livres? Ben, vous allez me dire. Ce sont des objets graphiques en tous les cas. Ceux-là, c'est des petits carnets comme ça qui ont 10 pages. C'est la collection qui s'appelle la collection 10. Donc, à chaque fois, vous avez 10 pages avec un texte très court et un dessin très simple. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire de la cabane, c'est que c'est quand même des ouvrages très légers, mais ça n'empêche pas la force. Donc là, on arrive maintenant, donc c'est à chaque fois une couleur, un auteur et un illustrateur ou pas, ça dépend, les personnes font des fois les deux. Donc, le premier, donc c'est moi qui ai été l'auteur puisque j'ai initié un petit peu tout ça. Et on en est maintenant à, je les compte, là, 7. 7 couleurs, 7 ouvrages. Vous avez quelquefois, là on a travaillé avec Pierre Soletti, qui est un poète un petit peu connu, que j'ai rencontré dans des salons, puisqu'on diffuse très peu en librairie, mais on rencontre les gens et on montre nos éditions, surtout dans les salons.
C'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de personnes et que du coup, on étoffe le réseau et notre réseau à la fois d'auteurs et de gens qui nous suivent. Donc là, vous avez un petit 10 idées noires à colorier. Donc, c'est Pierre Soletti qui l'a écrit et c'est moi qui l'ai mis en tâche. Je vous montre une belle image. Attendez. Voilà, c'est là que j'aime beaucoup. Voilà, un texte très court. Voilà. Nuit de page en page. Des poèmes ultra courts. On a aussi un auteur qui s'appelle Calvo Collin, qu'on a rencontré récemment, qui a écrit le petit carnet orange et qui a fait aussi des dessins. Je vous montre une page. C'est très très fin, donc j'en choisis une qui se voit un peu. Voilà, la petite maison. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vous laisse lire si vous pouvez lire. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Voilà, sinon je vous lis. Hein. Oui. Je lis parce que des fois c'est bien. Des tailles de fenêtres différentes pour ne pas voir le monde d'un même œil. Les tuiles sont inclinées pour que la pluie prenne son élan. Voilà, c'est des petites poésies qui parlent vraiment à tous les publics et qu'on aime égrener comme ça. Le dernier qui vient de sortir, il s'appelle Le 10 petits portraits violets vite fait. L'auteur est Agnès Jouffroy, qui est une personne qui écrit beaucoup et qui a une très belle écriture, très simple, très concrète. Et les dessins sont de Chloé Aliénor, une jeune artiste avec qui je travaille souvent. Je vous montre une page, c'est très beau aussi. Voilà. Ouvrir une boîte à photos, c'est entrer dans une forêt, en connaître certains arbres et d'autres pas. Et donc, progressivement, on se promène dans ces portraits, vous voyez, avec des dessins très sympas. Et là, et si cette fillette n'était pas moi, et si on m'avait menti, et si je n'étais personne. Alors, souvent, c'est des questions. Moi, j'aime ça. Hein. J'aime particulièrement les questions sans réponse. Donc, effectivement, notre maison d'édition est un peu à mon image, puisque c'est moi qui l'ai initié. Je peux vous montrer aussi donc Carnet de train, un joli petit ouvrage donc, qui est aussi un objet graphique puisqu'à chaque fois, comme vous pouvez le voir, la forme est différente. Donc là, ce sont des textes, donc c'est Agnès Jouffroy qui l'a écrit aussi. Là, il n'y a pas d'image, il y a juste un petit rapport graphique qui suit les pages au fur et à mesure. Le format, c'est le format ticket de train, même s'il n'existe presque plus maintenant. On a voulu le garder. Et là, c'est un très joli texte sur les rencontres qu'on peut faire quand on voyage dans les trains. Et donc, Agnès écrit dans les trains et elle raconte un peu les gens qu'elle voit, qu'elle rencontre. Et c'est très touchant, quelquefois très drôle. C'est une très belle écriture qui raconte la vie. Voilà, c'est des sortes de carnets de vie. Donc ça, c'est le premier de cette petite collection que j'aimerais appeler carnet de vie, qui aura différentes formes, puisqu'à chaque fois, selon, comme je disais tout à l'heure, selon les contextes et les histoires, on cherche aussi la forme des ouvrages. Un petit ouvrage qui est paru dans les premiers, alors moi j'en avais plein mes tiroirs, alors évidemment on a édité aussi quelques-uns de mes projets, donc celui-là il s'appelle Nuancier, donc il se regarde comme un nuancier de peinture, il se tourne comme ça, et c'est une histoire d'expression sur la couleur avec à chaque fois une image très simple. Donc là, je ne sais pas laquelle j'ai, maillot jaune, voilà. Alors, il y a des petites références qui sont à la fois adultes, à la fois enfants, ou pas. Voilà, donc ça touche vraiment tous les publics. Je ne sais pas où j'en suis, fleur bleue, voilà. Donc, des petites expressions sur la couleur et une image très simple et qui se regarde comme un nuancier de peinture, c'est-à-dire une promenade dans les couleurs, mais aussi dans les expressions. Voilà. Je peux vous montrer aussi des choses enfin là, c'est carrément pas des livres, puisque c'est une série de cartes postales qu'on a édité, qui s'appelle Court poème d'amour, qu'on a édité suite à un appel à texte qu'on a fait dans le bassin de Lens-Saunier pour la Saint-Valentin. À l'occasion de la Saint-Valentin, on avait envie d'emmener la Saint-Valentin un peu ailleurs que dans le côté commercial. Et donc, on a fait un appel en ligne. Écrivez-nous un court poème d'amour avec une petite règle du jeu très simple. Et on a été très étonnés. On en a eu plein.
On en a eu, je ne sais pas, mais je sais plus de presque 50, quoi. Et donc, on a édité toutes ces cartes postales. D'abord, on a édité des affiches. On a imprimé tous ces poèmes dans des affiches qu'on a mis dans tous les magasins de Lens, Le Saunier, pour la Saint-Valentin. Donc, tout ça a été lu. Le public s'en souvient très bien. Et donc, ça nous a fait un peu connaître. Et finalement, on a édité la série de cartes postales. Alors, c'est vraiment des courts poèmes d'amour. Je vous les laisse découvrir. Vous les lisez bien, là? Très bien, oui. Voilà, donc je vous les passe. Donc là, il y a au moins 30 auteurs, hein. Je ne vais pas vous les montrer tous, mais il y a des choses très jolies. Voilà. Donc ça n'a pas donné lieu à un livre, mais c'est quand même une édition et c'est de la poésie graphique. Voilà, je peux vous parler aussi des choses qui s'adressent aux tout petits. Donc, on a déjà 2 tomes de l'histoire de Gribouillis-Gris. Là, c'est moi qui suis l'auteur. Donc, c'est l'histoire disons l'histoire, c'est les aventures d'un petit gribouillis qui se pose des questions sur sa vie. Donc, c'est à la fois un livre d'images, mais c'est à la fois un livre très philosophique. On a même fait des ateliers philo pour les petits avec ce livre, puisque le gribouillis se demande si j'étais. Alors, si j'étais, donc au début, si j'avais. Donc, il s'ennuie, hein, donc un petit gribouillis qui s'ennuie. Et puis après, il s'ennuie tellement, vous savez que c'est bien de s'ennuyer. Et donc, c'est là qu'on se pose des questions. Si j'avais des oreilles, je serais où? Voilà. Et puis, il se pose des questions, des questions, des questions. Si j'avais des yeux, j'irais voir partout. Et si, donc c'est les 7 si de Gribouillis-Gris, puisqu'il se pose 7 questions. Et si j'avais tout, hein, puisqu'il est gourmand, il veut tout. Si j'avais tout, je serais qui et j'aurais l'air de quoi? Voilà. Et donc, c'est vraiment des petites questions qu'on a explorées avec les enfants. L'histoire du choix, souvent on leur dit, alors tu préfères quoi, Gribouillis, quand il a des oreilles ou quand il a tout? Alors, souvent on nous dit, oh, quand il a tout, c'est trop bien. Et puis après, en réfléchissant, eh ben, on se dit, ah bon, tu crois que c'est bien, mais regarde la tête qu'il a, finalement, est-ce que tu crois que c'est pratique d'avoir cette tête? Est-ce qu'on sait qui on est? Est-ce qu'on peut faire tout en même temps? Enfin, voilà, c'est une petite exploration comme ça dans les images, de manière très simple. Et le deuxième tome est paru il y a très peu de temps, donc Gribouillis-Gris part en voyage. Et donc là, au lieu de se transformer en ajoutant des petits dessins, il se transforme complètement avec le vent. Il part en voyage dans le vent, il s'envole. Et puis donc, changer d'air, c'est sûr, fait changer de figure. Et donc, il se transforme en nuage, en fumée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il se transforme au fur et à mesure. Et puis, il s'excite, comme quand on part en voyage. Et puis, le voilà qui se transforme en petit mouton et il joue à saute-mouton. Et il s'excite tellement que mouton, 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 mouton tricotonton, mouton tricotontaine, et hop, tout d'un coup, il s'est tellement excité que trop tard, tout gris, brouillard. Et la question de la fin, c'est est-ce qu'on se perd quand on voyage? Est-ce qu'on se retrouve? Donc, Gribouillis-Gris des brouillards, sauras-tu te retrouver dans ce monde tout embrouillé? Sauras-tu avec le vent prendre un nouveau chemin malin? Voilà. Donc ça, Merci beaucoup. c'est le petit gribouillis. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation. Donc, nous arrivons à la fin des 3 présentations. Est-ce que nous avons quelques questions, quelques remarques? Pour l'instant, non. Alors, moi, je vais enchaîner par une question pour chacun, peut-être en recommençant par Michel Olenga. Avec des publications très, 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 très ciblées pour un public quand même de gens un petit peu sensibilisés à des techniques ou des sciences humaines comme ça très, très précises. Vous avez parlé tout à l'heure des versions numériques. J'imagine qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes plus tourné vers le numérique que vers la version papier pour diffuser des publications comme celle-ci. Alors, pour répondre à la question, nous travaillons sur les 2 versions parce qu'elles nous paraissent importantes
Bizarrement, tout le monde croyait que l'édition numérique allait tuer l'édition papier, mais l'édition papier reste la plus demandée. Donc, nous travaillons toujours, nous proposons toujours une version électronique en complément, mais il n'y a pas de, on n'en privilégie pas une en réalité. D'accord. Et en version papier, vous êtes facilement diffusé et distribué? Alors, oui, alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure, au niveau de la diffusion, d'abord, nous avons sur le site de l'UTBM une boutique. Et il suffit de taper UTM boutique, boutique shop, où on vend directement nos ouvrages. Nous avons aussi, étant une presse universitaire, un éditeur, enfin, un distributeur des presses universitaires. Il y a un distributeur national des presses universitaires qui est le comptoir des presses universitaires. D'accord. Donc, le comptoir des presses universitaires distribue voilà, aux libraires, ou tout le monde, mais les libraires peuvent nous contacter directement avec la même remise qu'ils ont chez le distributeur, en passant aussi par nous, sans problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que nous avons des questions. Alors, Angel va nous poser une question. Alors, une question à l'attention des 3 maisons d'édition. Publiez-vous des ouvrages traduits? Alors, qu'est-ce qui commence? Allez-y. Les ouvrages traduits, alors ça dépend de ce que vous entendez par traduit, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des ouvrages qui ont déjà été publiés ailleurs et dans une autre langue qu'il faudrait qu'on fasse, en français par exemple? Parce que nous, on publie en français, on publie aussi en anglais. On a du personnel pour le faire. Donc, mais s'il y a des ouvrages qui ont été publiés dans d'autres langues, puisqu'on a eu une sollicitation il n'y a pas longtemps qui n'a pas finalement abouti, du moment où on a les autorisations nécessaires, il n'y a pas de, chez nous, il n'y a pas de contre-indication. D'accord. Je prends le relais? Jean-Pierre, oui. Ouais, alors nous en fait on a des choses alors on en a un qui est en anglais et puis on a une petite partie, enfin une petite particularité. Je vais refaire un partage d'écran si j'arrive à revoir où ça se ben non, je ne les vois plus. Enfin bref, on a un titre en fait qui est sorti en 3 langues. Nous avons la première pardon, je suis désolé, je vois des choses à l'écran qui sont pas normales. Donc en fait, on en a un qui est sorti à la fois en français, en espagnol et en espéranto. Donc là, le terme même de plusieurs langues est respecté, sachant que le public est très 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 restreint, mais que notre Philippe Jinde, donc le créateur de la maison d'édition, est un passionné d'espéranto et avait souhaité aussi sortir un ouvrage sous ce format-là pour notamment le public spécialisé dans cette langue. Philippe était de métier traducteur, donc il a effectivement récupéré aussi des choses. On en a un qui est publié en anglais, mais généralement ce sont des ouvrages en français et originaux français. Merci. Ben nous, non, hein, à part traduire en images, et voilà. On n'a pas encore d'ouvrage ni en anglais ni en autre langue, mais ça pourrait arriver hein, selon les rencontres. Merci. Alors, une autre question qui concerne également tous les éditeurs. Comment se sont passés les derniers mois avec l'augmentation des coûts des matières premières et notamment l'augmentation du coût du papier? Avez-vous dû revoir votre programme de publication? On peut recommencer peut-être par Michel. Oui, bah, on essaye de répercuter le moins possible sur les coûts, parce que pour nous, ce qui revient le plus cher du coup, c'est quand on passe à l'impression. C'est surtout ça. On a réajusté un petit peu, mais pas pour autant. C'est-à-dire qu'on reste dans un travail qui est plutôt lié à un travail des services publics, on va dire. Donc, on n'est pas nécessairement là pour faire beaucoup de profit, tout en sachant que
nous travaillons en fait, nos éditions travaillons ce qu'on appelle le compte d'auteur, c'est-à-dire que les projets sont financés à l'avance. Donc, on ajuste en fonction de cela, on a fait des petits réajustements au niveau de la facturation des projets, mais ce n'est pas à la hauteur des augmentations qu'on a pu avoir. En fait. Merci. Madame Jobard, je vous laisse prendre la main si vous voulez. Ah ben oui, C'est ça. écoutez, nous on s'en sort encore pour l'instant. Bon, on publie 2 ou 3 petits ouvrages par an, donc c'est pas. Et puis on édite à très peu d'exemplaires. De toute façon, nos petits ouvrages sont relativement chers puisque c'est des toutes petites séries. Donc, mais voilà, pour l'instant on reste dans les. On n'a pas bougé au niveau des coûts et des prix. On travaille avec un imprimeur chez nous, donc ça on y tient. On imprime à Lons-le-Saunier pour l'instant. Ça fait partie aussi de notre ligne de conduite, si j'ose dire, en circuit court ou très court. Donc voilà, pour l'instant, ça va. Oui, puis si je puis me permettre, il y a quand même aussi un travail donc, sur l'objet et donc il y a encore beaucoup de travaux manuels. On voit les ouvrages, certains ont des œillets, d'autres ont une sorte de petites ficelles et tout. Donc il y a encore beaucoup de travail à mener avec des membres de l'association, j'imagine. Complètement. Voilà, on a des petits ateliers montage, donc on a il y a quelques petits livres qui sont simplement reliés et agrafés, mais sinon voilà, on a des petites astuces, donc on travaille avec notre imprimeur pour trouver des petites astuces de reliure un peu originales et qui nous permettent aussi de minimiser les coûts. Merci. Eh bien, Jean-Pierre? ouais, nous concernant, c'est un petit peu la même, c'est pour ça que un peu la même logique, hein, c'est-à-dire que nous, vous parliez de cabane, nous on est en micro-édition aussi, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas des tirages énormes, on va pouvoir, on n'a pas beaucoup non plus de titres par an, hein, on a eu quelques années où c'était beaucoup plus important, mais là on est à 3, 4 aussi par an à peu près, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a chacun aussi des activités qui nous permettent de vivre. Alors par contre, c'est du compte d'éditeur, hein, bien évidemment, contrairement à ce que Monsieur Molenga nous disait. On fait des tirages qui sont assez restreints. Économiquement, on joue un petit peu aussi sur la taille du volume. C'est-à-dire, par exemple, la collection locale dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit à un prix tout à fait attractif. Donc, on est sur 6 à 9 euros selon la taille du volume, mais le but n'est pas non plus de tirer un bénéfice. Tout ce qui va permettre, enfin, toutes les ventes vont permettre de sortir des nouveaux ouvrages. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur, on est vraiment dans l'associatif pur et dur, même si on a un catalogue qui commence à être assez étoffé. J'ai vu qu'il y avait Madame Fougère qui a levé la main et qui n'apparaît pas dans le fil de l'exclusion. Il faudra pas l'oublier. Et puis j'ai revu passer quelque chose par rapport une demande de précision par rapport aux ouvrages dans une autre langue. Alors j'en ai un sur lequel on a effectivement un ouvrage publié traduit par un traducteur, mais qui sont publiés en français, qui viennent de Neil Gaiman, qui est un auteur britannique assez connu. Et en fait, là, c'est vraiment un petit clin d'œil. On avait réussi à avoir ce texte-là qui nous l'avait gracieusement offert par le biais de son traducteur français, justement. Par contre, on n'a pas d'ouvrages français qui sont traduits dans d'autres langues. Je pense avoir fait le tour, du coup. Merci. Et Marion Fouget? Oui, moi, j'avais une question pour Michel Molinga de UTBM. Je voulais savoir où vous en étiez dans la démarche qui est fortement préconisée dans le cas des presses universitaires de sciences ouvertes, tout ce qui concerne donc l'ouverture des textes à un accès libre, gratuit ou pas. Est-ce que vous êtes engagé dans cette démarche au même titre que nous sommes aux éditions universitaires de Dijon et dans la plupart des presses universitaires françaises? Oui, absolument. De toute façon, je pense que nous sommes tenus de le faire parce que c'est l'avenir de l'édition, qu'on le veuille ou pas. D'autant plus pour nous qui travaillons à compte d'auteur. Donc, on a une exigence maintenant, c'est que tous les projets qui sont soutenus, financés par l'argent public, ce qui est le cas de la plupart de nos publications, on doit trouver un moyen, des plateformes pour le faire. Alors, on travaille beaucoup dessus, soit
passer par la HAL, qui est la plateforme du CNRS, éventuellement ouvrir certaines de nos collections ou systématiquement dessus. On est aussi en discussion avec Open Edition pour voir dans quelle mesure on peut y mettre certaines collections ou pas. Il faut arriver à respecter certaines exigences et parfois c'est très chronophage. Il y a du double travail qui fait que voilà, quand on a déjà accepté un ouvrage qui est passé par un comité d'édition et que Open Edition nous redemande de faire la même chose, c'est pas toujours évident, mais on est engagé dans cette logique-là, et même nos partenaires suisses avec qui on travaille, ou Open Edition, je pense que la science ouverte, c'est un peu plus, je crois que c'est déjà acté là-bas, parce qu'ici, on a encore des discussions en France où on a eu, je sais pas, l'année dernière, des rencontres, des discussions avec la responsable du projet envoyé par le ministère sur la question, mais ce n'est pas encore plus accéléré qu'en Suisse, par exemple, où j'ai l'impression que ça a été vraiment déjà acté. D'accord, je vous remercie. Je confirme le caractère extrêmement chronophagique de cette démarche de sciences ouvertes. Oui. Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Il est 10h20, donc nous avons légèrement dépassé ce que nous avions prévu. Je crois qu'il n'y a plus de réactions pour le moment. Moi, j'ai envie de vous dire que s'il y a encore des questions, d'interrogations, vous pouvez, en allant sur le site de l'Agence Libre Lecture, vous retrouvez évidemment les coordonnées des 3 éditeurs avec évidemment le site internet et leur mail, si vous avez une petite question plus particulière à poser. Je voulais vous dire que l'Espresso des éditeurs est de nouveau à l'écoute dans quelques jours, puisque tous les expressos sont enregistrés et sont disponibles sur le site internet évidemment de l'agence. Donc d'ici, je pense, jeudi ou vendredi, celui-ci sera disponible avec les 3 précédents. Vous dire que les prochains expressos, toujours un lundi, 9h30, 10h15, les prochains auront lieu le lundi 16 janvier, puis le lundi 27 février, puis le lundi 3 avril. Donc voilà, je suis en train de confectionner des nouveaux trios. Il y a déjà des inscrits, mais tout n'est pas encore fini. Et puis, vous remercier de nouveau de votre présence, de votre implication. Et puis, en vous souhaitant donc une bonne journée et à la prochaine.